3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Chapard est à nos côtés, stratégiste chez LBPM. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Patrice Gautry nous accompagne, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Et Igor Demac est également en notre compagnie, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Bon, c'est un peu le thème de cette séance. La microéconomie reprend le dessus. Le jeudi est traditionnellement une grosse journée de publication quand on est dans la saison des résultats et des points d'activité. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs ces résultats qui soutiennent aujourd'hui un indice comme le CAC 40, par exemple. Oui, alors ce sont des résultats du premier trimestre, donc qui intègrent un mois de guerre, même si c'est le mois, je pense, qui était le plus douloureux et le plus violent. Donc un résultat d'entreprise, ça se lit de deux manières. C'est une lecture du passé et ça donne ou pas une vision sur l'avenir. Et donc une révision ou non des objectifs annuels des sociétés. Il semblerait quand même que les prix du pétrole demeurent assez élevés, que ça va impacter pas mal de secteurs. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans les publications ? Les secteurs qui sont pas concernés par ou en tout cas positivement par le Moyen-Orient. Donc, évidemment, l'énergie, qui est un très grand contributeur de bénéfices par action des indices. On regarde les secteurs qui sont pas trop attaqués par l'IA ou qui en profitent, sachant que la technologie est aussi un très gros secteur contributeur en masse de profit, notamment aux États-Unis. Et puis, on regarde aussi un des gros secteurs, la banque, qui a beaucoup bénéficié des mouvements de marché et du trading. Donc, globalement, je dirais que pour l'instant, on a plutôt une vision assez positive de ce qui sort, même si on peut dire que Carrefour c'est décevant, mais il y a un peu de croissance organique. Il faut voir ce que les titres avaient fait aussi, il faut voir les attentes. Il y a toujours un peu d'excès. L'Oréal, Sanofi, qui sont des poids lourds, donnent quand même une bonne idée de ce qu'on va avoir, entre guillemets, sur la cote. Évidemment, le secteur du transport va souffrir. Il y a des consommations qui vont quand même aussi souffrir. Mais la micro est là et elle devrait continuer de driver les marchés s'il n'y a pas d'accident majeur, nouveau, de manière géostratégique ou militaire. Il faudra quand même voir l'impact du prix du baril et son impact inflationniste pour tous les consommateurs et aussi les marges des entreprises. Est-ce que c'est cohérent à ce stade de voir... Alors, non seulement à travers cette saison de publication de résultats, mais de voir, y compris ces dernières semaines, à travers la crise du Golfe, des révisions à la hausse de perspectives bénéficiaires. Encore, c'est le mouvement qu'on voit depuis le début de l'année qui n'a pas été stoppé par la guerre. Est-ce que c'est lié à quelques secteurs clés, effectivement, gros contributeurs, ou est-ce que ça peut être une anticipation un peu plus générale qu'on aura, y compris en Europe cette année, une croissance réelle des bénéfices. Je ne mettrais pas aujourd'hui un biais sur une poursuite massive sans à-coup de la révision à la hausse des bénéfices. C'est trop tôt. Mais on a des très gros secteurs, la techno, la banque et l'énergie, en masse de capitalisation boursière, qui, elles, semblent assez protégées ou bénéficier de cet environnement. Donc, ça peut tout à fait, en termes d'indices, mais comme vous savez qu'il y a une grande disparité au sein des indices, et donc il y a de quoi faire en termes de gestion. Mais généralement, on ne peut pas dire qu'on s'attend à une accélération de la macro, parce que la micro, ça vient quand même de la macro. Oui. Il y a quand même un léger lien entre les deux, quoi. Oui. J'espère. Sinon, je ne sais pas ce qu'on fait ici cet après-midi, mais ça risque quand même d'être la question sur le deuxième trimestre. Alors, Xavier, comment... Alors, à la faveur des publications de résultats, on a vu quand même les indices recouper très vite les maigres pertes, j'allais dire, qui ont été générées par la crise du Golfe, parce qu'on n'a pas dû avoir des corrections de plus de 10%, je crois, sur les premières semaines de conflit. Tout ça a été rattrapé très très vite. Est-ce qu'on met ça sur le forme d'une forme de complaisance, quand même, pour le dire ainsi, du marché action, ou est-ce que c'est la réalité fondamentale, mathématique, du marché et du marché action tel qu'il fonctionne normalement? Pour moi, il y a 3 raisons du rebond plus rapide qu'attendu des marchés actions. La première, c'est le scénario pour le Golfe des marchés, comme on le voit dans les futurs du pétrole, qui est plutôt favorable. Nous, c'est en ligne avec notre scénario central, mais c'est quand même un scénario plutôt optimiste sur la décrue des prix à partir de l'été. Et dans ces cas-là, ça ne remet pas en cause le cycle macro global, ça l'abîme un peu, mais ça ne le remet pas totalement en cause. La deuxième raison, c'est qu'on avait un début d'année très très fort et des révisions haussières. Là, on a eu juste le mois de mars et du coup, on a des résultats qui sont globalement en ligne avec les attentes. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas de révision des guidance pour l'instant de la plupart des entreprises. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a tellement d'incertitudes qu'il vaut mieux pas réviser encore
plutôt que de rendre confiance dans les perspectives, c'est possible. Et puis après, il y a l'histoire sectorielle qui est quand même très importante. Je regardais on prend l'Eurostoxx, par exemple, les profits en agrégé ont été révisés en hausse de 2-3% depuis le début de la guerre. Ouais. Mais en fait, en nombre d'entreprises, on est à -3%. Donc ça veut dire qu'il y a quelques grosses entreprises qui bénéficient. En moyenne, je ne pense pas que le marché soit très optimiste, en fait. Non. Il intègre bien un début d'impact négatif de la guerre sur les entreprises. Ouais. Et donc, c'est un marché qui se reconcentre d'une certaine manière sur quelques secteurs et dans ces secteurs sur quelques entreprises leaders. On assiste à nouveau à ce phénomène-là. À nouveau, alors qu'en début d'année, le thème c'était la généralisation. Depuis des mois, de la c'était croissance. le thème. Voilà, d'où l'ouverture, la diversification. Et on voyait une amélioration des entreprises dans les secteurs qui ont été laissés de côté depuis 2 ans. Et bien là, malheureusement, on revient encore avec un choc qui va bénéficier aux gros groupes plutôt qu'aux small cap et à certains secteurs. On a fait un peu retour en arrière, quand même, machine arrière de ce point de vue-là. C'est ça. Et nous, notre crainte, c'est plutôt qu'avec la multiplication des chocs, on s'en sort à chaque fois, mais on s'en sort avec des déséquilibres, en fait. On l'a vu aux US entre la tech et la non-tech. On le voit en Europe entre la périphérie et les pays cœurs plus impactés par tous les chocs. Ça peut durer un certain temps, je ne suis pas sûr que ça puisse durer éternellement. Ouais. Patrice, sur le plan macro, comment est-ce que tout ça peut se traduire, alors même que les marchés d'actifs risqués, encore une fois, ont traversé la crise, préfèrent pour l'instant regarder à travers cette crise. Quand on regarde simplement la situation du pétrole, on a eu le choc de prix, le risque de disruption physique, il n'est toujours pas évacué à ce stade. Alors non, il est bien présent et le choc de prix, alors justement c'est intéressant et ça va être la question peut-être au-delà du premier trimestre pour le deuxième trimestre, c'est quelle est la capacité dans les différents secteurs des entreprises de faire passer une partie de la hausse des prix de l'énergie ou une partie de la hausse des coûts. Et là, effectivement, je pense que c'est différent de 2022, où tout le monde a absorbé parce qu'on était avec une demande qui permettait d'absorber en fait ces hausses de prix. Là, ça va être beaucoup plus difficile, et on le voit même aux États-Unis, puisque même s'il y a le côté fiscal qui donne un parachute et qui peut compenser pour certains ménages une partie de la hausse des prix de l'énergie et des prix à la pompe, ça ne marchera pas tout le temps. Et effectivement, la capacité des entreprises, des sociétés de restaurants par exemple, vont avoir des difficultés à la fois en termes de prix, de capacité à faire passer des hausses de prix, mais aussi probablement des premiers éléments de baisse de la demande, puisqu'il y aura un effet mécanique avec les prix. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, on le voit par les indicateurs, le côté manufacturier est paradoxalement, en fait, aujourd'hui favorisé. Et il est favorisé pour, entre guillemets, de mauvaises raisons. C'est parce qu'en fait, on a eu tellement peur, et à l'image de ce qui s'est passé avec les tarifs, tellement peur qu'il y ait une rupture totale d'approvisionnement, que les entreprises produisent beaucoup plus. Ça a été favorable, d'ailleurs, on l'a vu en France, avec des indicateurs de sentiment dans le secteur manufacturier qui étaient mieux orientés qu'attendu. Et stock. Et donc, on accumule des stocks. Alors, ce qui n'est pas bon signe. Donc, ça fait, pour les marchés, c'est un bon signal. Mais par contre, quand on regarde en détail, ça met effectivement... Ça crée de la croissance, mais c'est une croissance qui n'est pas idéale. Qui va être utilisée, parce que quand on va utiliser ces stocks, on ne va pas produire. Et donc, ça met des risques, en fait, et des challenges, en quelque sorte, sur le deuxième trimestre. Est-ce que ces risques pour l'Europe, comment est-ce que vous les qualifiez ? Et je reprends là aussi les schémas qu'on avait en tête en début d'année. C'était l'année de la reprise en Europe. Le vent porteur de la reprise, les plans de dépenses, notamment en Allemagne. Il y avait l'idée quand même que c'était une année de croissance encore pour l'Europe, avec le réveil notamment de l'économie allemande. Je rebondirais sur ce qui était évoqué, sur cette idée de fragmentation. Effectivement, la zone euro, c'était une reprise en début d'année. On pouvait pronostiquer une reprise qui allait se généraliser, même si la locomotive allemande était la première à tirer. Le gouvernement allemand a lui-même divisé par deux en fait ses perspectives de croissance, 0,5, 0,6 pour cette année, même s'il continue à dépenser en matière de défense et en matière d'infrastructure. Et puis après, les autres pays sont plus ou moins bien positionnés. L'Espagne avait une certaine avancée, la France est un peu protégée avec le côté nucléaire, l'Italie est un petit peu entre les deux, les pays du Nord sont aussi en situation intermédiaire. Donc on voit bien que les perspectives pour la croissance européenne sont fragmentation entre les pays, mais une perspective qui, après un peu plus de 1%, presque 1,4% en 2025, on s'attendait à ce que la locomotive allemande nous amène 2026-2027 vers encore d'autres 1,5 voire plus. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui sera
en dessous de 1%, et compris entre 0,5 et 0,9. Ouais. Ce qui veut dire que, et alors là, ça c'est une question aussi pour les gérants, éventuellement, c'est la comparaison, les bénéfices européens étaient très mauvais l'an passé, donc là, la comparaison en 2026 est excellente. Alors, qu'est-ce qui est dans ce côté excellent ? 15-16% sont attendus par le consensus. Qu'est-ce qui est dû à un effet de base ? L'année dernière était très mauvaise. Qu'est-ce qui est dû, effectivement, à la véritable accélération ou décélération de l'activité ? Avec, effectivement, alors, des vents contraires qui se sont estompés, mais d'autres qui sont arrivés. L'an dernier, c'était l'année des tarifs, c'était l'année de la baisse du dollar. Enfin, il y avait eu pas mal de vents contraires qui avaient pénalisé la croissance des bénéfices qui s'étaient avérés nuls à la fin de l'année pour les entreprises européennes. Qui a du pricing power encore aujourd'hui, là, du point de vue des entreprises, Igor ? La Total Energy. Non, mais c'est toujours moi quand j'étais gérant, c'est toujours ce qu'on essaye de déterminer, de chercher, mais je pense que on n'a pas la réponse parce que heureusement les entreprises ont leurs recettes et leur black box. On sait qu'il y a des biens qui sont le pétrole et l'essence en est un, mais on sait que, en tout cas en France, on a une capacité d'épargne, donc une capacité d'absorption de hausse des prix. Évidemment, ça dépend beaucoup de l'amplitude de la crise pétrolière. Si le pétrole est durablement haut, entre 110 et 120 $ le baril, je ne crois pas que le consommateur puisse soutenir la hausse des prix. Je ne crois pas que les entreprises puissent passer des hausses de prix si facilement non plus, ou tout au moins elles ont aussi la partie coût, donc bon, on a toujours la même réponse. Ceux qui ont peu de coûts de production, qui vont chercher dans des biens ailleurs ou qui doivent importer, ils sont un peu favorisés, mais l'énergie, c'est un impôt qu'on paye en Europe. Voilà, donc en fait, on passe tous par la case péage, et donc toutes les entreprises qui dépendent beaucoup de ça vont devoir repasser une partie du coût. Donc je pense que la réponse est mitigée sur le pricing power, et elle est jamais très claire. Ma réponse ne l'est pas, mais parce qu'on n'est pas capable de. Alors oui, mais ce sera moins généralisé que 2022-2023. Ce sera moins généralisé que ce qu'on a vécu dans le choc ukrainien. Alors, en tout cas, le choc ukrainien, il est beaucoup plus pénalisant. 3-4 fois plus élevé que ce qui s'est passé, que ce qui se passe en hiver. On n'est pas en hiver dans le monde occidental, entre guillemets. Il y a la driving season, et on était très dépendant du gaz russe. Et on a coupé un approvisionnement. Là, on ne coupe pas un approvisionnement du jour au lendemain. Des barils de pétrole, il y en a aux États-Unis, il y en a en Afrique. Ça coûte juste plus cher de les acheter et de les acheminer. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, s'il y a une vraie pénurie, on le verra dans les prix, mais les entreprises ont toujours beaucoup de mal sur la distance. Même le luxe, qui a eu un pricing power, en dehors de toutes les questions de l'énergie d'ailleurs, il y a eu un moment, en fait, il y a eu une asymptote. Le consommateur, il peut pas payer son sac à un certain prix. Donc moi, je redis, et ça a été dit déjà, le deuxième trimestre et la longueur de la crise pétrolière sera le déterminant de l'impact sur les bénéfices et les marges des entreprises. Ouais, ce sera le déterminant pour le niveau d'inflation aussi qu'on va subir au pic de cette année, Xavier. Les mécanismes d'indexation dans nos économies sont encore en place depuis 2022. Alors, les mécanismes d'indexation, oui. C'est pour ça qu'on a un peu plus d'effets de second tour qu'aux États-Unis. L'économie est beaucoup plus flexible. Et donc, ça passe moins dans l'inflation sous-jacente, les chocs énergétiques. Par contre, on n'est pas du tout à la même situation macro. Notamment, il y a la force de la croissance. C'est-à-dire, là, je regardais, au début de la guerre en Ukraine, les PMI européens sont à 55. Aujourd'hui, on est en dessous des 50, donc en zone de contraction depuis ce mois-ci. Parce qu'on n'était pas non plus en reprise post-Covid, et du coup, c'était plus facile d'augmenter les prix, parce que de toute façon, la demande était là. Et il y avait la politique budgétaire qui était beaucoup plus accommodante, même si je prends en compte l'Allemagne, qui dépense pour d'autres raisons, mais c'était 3 points de PIB d'aide budgétaire pour la crise énergétique. Là, on est en dessous de 0,5. Si je prends tout ce qui a été financé par les gouvernements, donc là aussi moins d'effets de ce qui soutiennent la demande. Et le troisième point, c'est la politique monétaire. C'est-à-dire qu'on avait des taux négatifs et du QE à l'époque. Aujourd'hui, on avait déjà des taux neutres, en fait. Donc il y a moins besoin de freiner très fort. Du coup, nous, on pense que les effets de second tour seront beaucoup moins importants. Donc évidemment, les prix de l'essence, on ne va pas l'éviter, ou du gaz. Donc ça va augmenter l'inflation jusqu'à l'été, très fortement.
Mais par contre, le risque que ça reste et que ça se transmette aux autres prix est beaucoup plus limité en Europe. Le marché du travail est moins tendu, par exemple, de manière générale en Europe. Exactement. Ouais. Si je regarde les jobs vacants, on était sur des pics post-Covid et donc toutes les entreprises étaient à la recherche et étaient prêtes à monter les salaires pour attirer des employés. Aujourd'hui, on était sur un rythme de croissance assez limité, stable, on va dire, et donc il n'y a pas besoin, et on le voit dans les indicateurs avancés des salaires, il n'y a pas d'accélération aujourd'hui. L'autre indicateur qu'on suit de très près, c'est l'indicateur dans les services, les prix des services, voir si les entreprises montent leurs prix ou pas. Et ils ont à peine monté depuis le début de la guerre. Ils montent beaucoup dans le coût, les coûts des entreprises, que ce soit dans l'industrie ou les services. Mais pas dans les prix transmis. Voilà, les prix de l'industrie montent, même dans les prix transmis, parce qu'ils sont capables de retransmettre leurs prix. Par contre, dans les services, l'économie domestique, c'est beaucoup plus limité. Là, c'est les marges qui absorbent. Effectivement. Exactement. C'est pour ça que je pense quand même qu'on ne peut pas dire sur le pricing power exactement quelle entreprise va gagner. Mais il y a quand même des biais pour les grosses entreprises qui sont généralement plus capables de répercuter leurs coûts. Et puis les secteurs, après, on a des secteurs en Europe, comme la défense par exemple, qui vont continuer à être soutenus par les dépenses des gouvernements, tout ça. Les secteurs qui sont plus dépendants de la consommation des ménages domestiques, ça va être plus difficile. Bon, et je reviens à votre point sur l'inflation et les risques mesurés d'effets de second tour en Europe. Ça veut dire qu'on peut encore imaginer une banque centrale européenne qui a, alors, à la faveur d'éléments peut-être un peu plus probants d'ailleurs, de données un peu plus solides, puisse regarder à travers là aussi ce choc. Alors, et cette petite bosse d'inflation qui va se matérialiser forcément dans les données. C'est possible. Nous, on pense quand même qu'elle va monter une fois ses taux en juin. Pour renforcer sa crédibilité. C'est quoi l'intérêt ? Alors l'intérêt de monter une fois, c'est quoi en matière de politique monétaire ? C'est du signal. C'est que ça fait pas trop mal à l'économie. On passe d'un taux de 2 à 2,25. L'économie peut vivre avec, je la freine pas trop. Et par contre, je limite les risques que les anticipations d'inflation montent et tout ça. Bon. Mais en vrai, moi, je serais pour qu'elle ne monte pas du tout. Je comprends. Parce qu'on n'est pas dans la même situation que l'année dernière, en 2022. Bon, sur ce débat-là, cette conversation, alors la semaine prochaine verra une bonne série de réunions de banque centrale, dont celle de la Banque centrale européenne. Je crois que les dernières communications ont été assez claires sur le fait qu'il n'y aurait pas de hausse de taux à ce meeting-là. En revanche, est-ce que vous avez cédé à la tentation d'en mettre une ou deux dans le scénario 2026 ou plus peut-être je ne sais pas, Patrice. Plus, non, en fait, je reprends le même scénario et effectivement, pour moi, le mois de juin est un peu obligatoire du côté de la Banque Centrale Européenne. L'inflation headline, donc l'inflation totale, sera à plus de 3%. Et elle va rester à 3% sur un certain nombre de mois. Donc là, c'est pour une Banque Centrale qui n'a que pour seul mandat la stabilité de l'inflation, alors que celle-ci était attendue en dessous des 2% sur la même période. C'est difficile politiquement et en termes de signal, j'adhère tout à fait à ce schéma, de ne pas monter les taux. Après, on connaît les différentes sensibilités. Il y a un petit côté toujours Bundesbank qui est encore assez présent du côté de la BCE. Donc on pourrait même faire, imaginons, c'est pas mon scénario, 50 points de base au mois de juin. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faut baisser, dès que c'est possible, c'est-à-dire premier trimestre 2027, 2 fois. Donc plus on monte, plus il faudra baisser. Cette dépendance aux données, elle marche dans les deux sens. Alors, elle marche dans les deux sens, sachant que pour l'instant, on a plutôt une asymétrie, je dirais un biais, ce qu'on appellerait hawkish, c'est-à-dire un biais à la fermeté, plutôt qu'un biais avec un ajustement important. Et la BCE peut nous dire les choses de cette manière-là, nous dire, moi, je vais agir selon mon mandat et donc je dois mener une ou deux hausses de taux assurantielles pour prévenir un risque d'inflation de second tour, mais je serai capable, en 2027, de baisser aussi vite mes taux parce que les effets de base vont faire que l'inflation va disparaître, qu'on va retrouver une croissance naturelle en Europe qui est relativement faible et que les pressions déflationnistes reviendront aussi sur le devant de la scène. Je vais refroidir vos anticipations. Non, mais... Parce que là, ça voudrait dire que vous mettez Madame Lagarde en ce qu'on appelle de précomitode. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'engagerait à. Et c'est pas du tout ce que les banquiers centraux aiment faire. Non. Et donc, ils préfèrent plutôt agir. Mais là, le problème, c'est effectivement, on a une chronique qui est défavorable, une accélération des prix qui est dans les compteurs, puisque le mois d'avril, l'inflation pour avril, elle est déjà quasiment
prévisible et faite compte tenu de la dégradation des prix du baril que l'on a, et ça va encore avec quelques petits effets de second tour, mais petits. On va avoir l'alimentaire, on va avoir les tarifs aériens qui sont dans les services, qui eux vont monter au mois de juin et juillet. Donc on se retrouve avec une inflation qui, pour les 2 prochains trimestres, presque serait au-dessus de 3%. C'est pas tenable par rapport à la crédibilité. Et le risque, et effectivement, comme ça a été dit, c'est la variable de la guerre pour toutes les banques centrales, c'est les anticipations d'inflation à moyen terme. Oui, celle-ci, on peut bouger. Oui. Donc pour l'instant, en fait, on est encore avec beaucoup de crédit de la part des politiques monétaires, mais les politiques monétaires, celles-ci les avaient négligées en 2022, lorsque les anticipations avaient monté en même temps que l'inflation montait. Elles avaient dit non, c'est temporaire. Ce qui a été reproché, évidemment, et ça a été la grande critique. Là le procès d'intention qui est fait d'ailleurs à la Fed. Et là, elles veulent surtout pas être derrière la courbe, comme on dit, behind the curve. Et donc, elles peuvent monter de façon symbolique. Ça nous amène à dire peut-être un mot du dollar aussi. Alors Igor, c'est vrai que dans cette crise du Golfe, on a vu le dollar se raffermir un peu, mais pour effacer très très vite sa hausse dès que le cessez-le-feu a été annoncé, pour dire les choses trivialement. De voir des banques centrales, parce que la BCE n'est pas seule dans ce cas, la Banque d'Angleterre peut être amenée à monter ses taux cette année, la Banque du Japon peut continuer également sur cette trajectoire, d'autres banques centrales peut-être dans des pays émergents vont être tentées aussi pour lutter contre les effets de l'inflation de remonter leurs taux. Il y en a une qui résiste pour l'instant, c'est la Réserve fédérale américaine, qui se donne même encore la possibilité, pourquoi pas, de baisser ses taux dans son prochain mouvement. Ça crée là aussi, ça recrée une forme de divergence. Après, on le répète, ça a été dit, il n'a pas le même mandat. Oui. Et c'est ça le problème, moi je trouve en Europe. Je crois pas que le mandat de la BCE l'oblige. Enfin, on peut quand même interpréter le mandat d'une manière qui peut aussi permettre de. Non, mais c'est vrai, mais on est dans une situation qui est quasi de stagflation parce que 0,5% de croissance, autant dire c'est pas de croissance. C'est très très faible. Oui. Donc c'est ça qui rend, à mon avis, les scénarios par-delà le monde où il y a plusieurs cycles, on avait des cycles de prix un peu synchrones, et là on a des cycles qui sont un peu désynchronisés. On a eu pendant très longtemps, et on l'a encore, un peu de stagflation. On a de la stagflation en Europe, même si on se dit 0,1, mais globalement on arrive très très peu à engendrer de la croissance. Donc je suis pas sûr que monter les taux pour le symbole, ça soit ce que les marchés apprécient, parce que en fait, nous les investisseurs sur les marchés actions, on aime les profits. Les profits c'est en nominal, mais il y a une partie réelle et il y a une partie prix. On peut pas que croître par le prix. Après, si c'est temporaire, le problème c'est que l'Ukraine, effectivement, on avait dit que c'était temporaire et ça l'a pas été. Et là, on l'avait dit, les anticipations du prix du baril sont en backwardation, donc on estime qu'à l'été, ça devrait refluer. Donc pourquoi monter des taux alors qu'on pense que l'effet inflationniste principal il disparaît dans 2 mois? Je pense que personne ne sait aujourd'hui tellement quel sera le scénario monétaire à 3-6 mois. Ce qui est un peu gênant, moi je trouve, pour aujourd'hui investir, et on le voit bien sur les taux d'intérêt, c'est assez volatile sur les produits obligataires, et c'est là que je pense que la zone de risque se trouve sur les marchés financiers aujourd'hui. Plus que sur les marchés. Vous préférez les marchés actions aux marchés Non, je préfère pas. Je vois que sur les marchés actions, il y a de l'optimisme, il y a de la micro, il y a des histoires. Sur le marché obligataire, je sens les investisseurs et les mouvements de marché beaucoup plus inquiets. Mais c'est normal, c'est le marché directeur des flux. À propos d'histoire sur les marchés actions, comment vous regardez alors le redémarrage du thème de l'IA? On a vu les Mag 7 revenir, le secteur des semi-conducteurs est bouillonnant. De l'autre côté du marché, on parle de risques sur l'approvisionnement énergétique, d'un coût énergétique qui est peut-être en train de là aussi franchir à nouveau une marche à la hausse pour rester peut-être plus élevé pour plus longtemps que ce qu'on imaginait à travers les coûts du pétrole. IA et énergie, c'est quand même deux sphères qui sont très connectées aujourd'hui. Il y a un besoin d'énergie, un besoin de surcroît d'énergie lié au développement de l'IA, qui n'est pas forcément bien pris en compte, j'ai l'impression, par le marché. Moi, je lis aujourd'hui ça plus sur le retour, en gros, des bases industrielles, des entreprises qui ont des plateformes de production, des actifs, des infrastructures. L'IA, c'est bien, mais en fait, sans puce, sans data center, sans hangar. Et donc, en fait, cette crise, elle nous ramène à la géographie, à la topographie, et tout simplement au fait que les plus grandes puissances industrielles et les
plus grandes histoires boursières, me semble-t-il, reste dans ces domaines qui sont clés, qui sont mondiaux, où il y a des problématiques très concrètes, je veux dire, de process, de production. Et donc, c'est pour ça que c'est un thème qu'on avait, nous, avant, identifié, la terre rare, matières premières, mais aussi les plateformes industrielles. C'est-à-dire que même l'automobile, je l'ai dit souvent, avoir des lignes de production mondialisées, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui peuvent faire ça. Et moi, l'aéronautique et l'automobile, j'aime bien ce genre d'entreprise. Voilà. Après, entre l'énergie et l'IA, pour moi, il ne faut pas confondre ce qui est structurel et ce qui est cyclique, en fait. C'est-à-dire que la hausse des prix de l'énergie, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est a priori cyclique. C'est conjoncturel. Voilà, c'est plus conjoncturel. Okay. L'IA, il y a, pour moi, encore un potentiel de hausse structurelle. C'est pas ce choc de prix sur l'énergie qui va venir casser la dynamique de CAPEX, pour dire les choses, de l'IA à ce stade. Je pense pas. Voilà, et c'est pour ça que ça offre, alors c'est pas un safe haven, la technologie, mais ça offre, un peu comme la défense ou tout ça, des choses un peu moins corrélées, on va dire. Bon. Parce que c'est structurel. Bon, effectivement, et le thème IA reste effectivement le thème central du moment. Semi-conducteur, là aussi, c'est un secteur que vous connaissez bien, Igor. ST Micro a une valeur que vous connaissez particulièrement bien. Non, mais c'est très cyclique. Après, alors, c'est toujours très cyclique ou pas? Parce que là, on a l'impression que le patron de SK Hynix, je crois, alors sur la mémoire vive, nous dit je vois pas de baisse de la demande sur les 3 prochaines années. C'est-à-dire, on va rester dans un gap entre offre et demande. D'accord. Non, c'est toujours... Mais les cycles étaient quand même beaucoup plus courts avant. Oui, peut-être, mais on n'avait pas aussi la globalisation aujourd'hui, donc ça joue. Je pense que la difficulté, c'est pas tellement de dire que c'est cyclique ou pas, c'est de dire combien on paye un haut ou un bas de cycle. C'est ça qui est difficile aujourd'hui dans ce secteur-là, parce qu'on a l'impression qu'ils ont de la croissance éperdue pendant des mois, mais ça, c'est, je dirais, la réflexion et le réflexe d'un gérant croissance. Il y a toujours de la croissance. J'achète que des valeurs qui croissent et il y en aura toujours. Et ça, c'est faux. Et il y a des cycles technologiques. L'IA peut peut-être même manger sa propre mère, son propre géniteur. On le voit dans les valeurs technologiques. Il y a de croissance dans le luxe, par exemple. Je dirais que ça reste cyclique. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un haut de cycle de valo sur ce secteur? Moi, je me pose la question déjà sur les valeurs technologiques, l'IA. Donc, il faut se poser des questions sur semi. En revanche, c'est complètement clé et stratégique comme secteur. Et je pense que c'est un secteur qu'il faut avoir en portefeuille. Quand, comment, combien et à quel moment on rachète, bon, ça, c'est notre savant. Je comprends. Mélange, mais là, je pense qu'on est vraiment dans cette question. Sur les semis, c'est est-ce que... moi, en tout cas, la vraie question, c'est une question de valo. C'est pas tellement une question de savoir si c'est cyclique ou... J'ai trop suivi ce secteur, et notamment ST, pour savoir que... on nous faisait pareil avec l'automobile. Il y a de plus en plus dans l'automobile. Et puis finalement, les smartphones. Voilà, et maintenant, c'est les data centers. C'est les data centers qui tirent. Et puis, le capitalisme, ça fonctionne toujours pareil. Phase d'expansion, récession, phase d'expansion, récession. Donc, il y a des cycles. Et donc, de l'autre côté du thème, il y a le thème des softwares, des logiciels. Alors, le SOX, donc l'indicateur, l'indice des semi-conducteurs aux États-Unis, marque un nouveau plus haut historique au moment où on se parle. Et un indicateur de software, alors, a un peu rebondi quand même, effectivement, ces dernières semaines. Mais on reste sur un écart entre le software et le hardware qui est gigantesque. Oui, le software, c'est l'IA, c'est la menace IA, et puis après, toutes les, entre guillemets, ESN, toute cette espèce d'écosystème. Encore une fois... Mais est-ce qu'à un moment, il y a des opportunités quand même dans ce secteur du logiciel qui souffrent et qui dérate depuis des mois et peut-être 6 mois maintenant? Mais les investisseurs boursiers et les marchés actions, c'est comme un pendule. Avant de s'équilibrer, ça part un peu à gauche à droite. Je pense qu'il y a des excès. Tous les métiers vont pas disparaître à cause de l'IA. Bon, peut-être que Téléperformance aura besoin de moins de personnes derrière les call centers, mais je pense que oui, le de-rating lié à l'IA peut aujourd'hui offrir des opportunités d'achat. On voit, puis il y a encore de la croissance quand même dans ces groupes, Dassault Systèmes, SAP, c'est encore des boîtes qui sont en croissance quand même. Mais après, on voit les chocs de perf boursière dès qu'il y a une... semi-concurrence d'une toute petite boîte. Donc pour un gérant, c'est aussi un petit peu dur d'avoir des
des dossiers qui étaient des dossiers à croissance visible et qui deviennent des dossiers très volatiles. Beaucoup plus volatiles, ouais. Là, des boîtes aux États-Unis comme ServiceNow et IBM, là, sont en train de chuter aujourd'hui après leur publication de résultats dans ce secteur des logiciels. Si on dit un mot peut-être de la Réserve fédérale américaine, Xavier et puis Patrice, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez suivi ou lu la transcription de l'audition de Kevin Warsh devant la commission bancaire du Sénat. Qu'est-ce que vous en retenez, Xavier? Qu'est-ce qu'il propose? J'ai quand même l'impression qu'il livre une vision, alors vous me dites une critique, mais il livre quand même sa vision de ce que doit être une institution comme la Réserve fédérale américaine et des différences qu'il a envie de porter sur le fonctionnement et le rôle de la Fed par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ouais, alors à court terme, il a rassuré sur l'indépendance de la Fed, en disant que la Fed resterait indépendante et qu'il ne serait pas la marque. On est rassuré sur le fait qu'il sera indépendant. On croit ou on ne croit pas. Moi, de toute façon, je pense qu'il n'a qu'une seule voix sur les 12 du comité. Ah, ça, oui. Donc, donc j'ai jamais été très inquiet. Ça borne un peu les choses. Ça rassure quand même les marchés. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne s'est pas engagé sur des baisses de taux. Non. Il a été très, très vague et neutre, en fait, sur les taux à court terme. Donc ça, c'est le court terme. Après, il y a beaucoup de critiques sur la Fed, sa communication, et donc des volontés de réformer. Beaucoup. Pas beaucoup de détails sur ce qu'il veut, au final. On a compris qu'il n'aimait pas les mesures d'inflation actuelles, qu'il n'aimait pas la communication actuelle de la Fed. On ne sait pas ce qu'il veut actuellement. Il veut réduire la taille du bilan de la Fed, mais il faudra que ça soit graduel et bien communiqué au marché avant, tout ça. Donc je trouve qu'au final, on n'a pas appris grand-chose. Un peu rassuré parce qu'il n'y a pas de déclaration qui pourrait faire peur. Voilà. Et du coup, nous, ça ne change pas vraiment le scénario central, qui est qu'à court terme, la Fed aura du mal à baisser ses taux. Par contre, si le choc énergétique n'est pas trop long et que l'impact des hausses de droits de douane commence à s'estomper à partir de l'été, on pense que la Fed pourrait reprendre des baisses de taux ou à la fin de l'année ou probablement l'année prochaine. Donc c'est plus repoussé. Oui, je comprends. Voilà. Est-ce que Kevin Warsh peut quand même être un président de la Fed réformateur? Est-ce que ça fait sans doute partie de sa feuille de route et au-delà des critiques, on verra ce qu'il a à proposer effectivement, mais il soulève quand même un certain nombre de points. Est-ce qu'il peut réformer le cadre de fonctionnement de la Fed de manière profonde? Alors je pense qu'il a un projet. Le problème, c'est il se prépare depuis des années au poste. Il vient pas comme il a ça, une feuille de route donnée par la fusil. Maison-Blanche. L'indépendance, oui, l'indépendance, mais c'était même pas le sujet, l'indépendance. C'est un non-sujet. Donc c'est pour ça que effectivement, axer sa communication sur l'indépendance, c'était être sûr de ne rien dire, parce que tout le reste sont des sujets. Ouais, comme ça vient d'être dit. C'est parce ça. qu'il a une vision effectivement du fonctionnement de la Banque centrale, du rôle, de la position de la Banque centrale par rapport à son emprise au sens du système financier américain, du système financier mondial. Ouais. Et là, une vision qui est complètement différente de l'évolution que l'on a eue depuis les années 90, de la Fed et de son rôle, et dans les outils comme dans la réflexion. Il propose une Fed, en fait, qui a un rôle beaucoup plus étroit, beaucoup plus automatique dès qu'il y a des petites variations de l'inflation. C'est pour ça qu'on cherche d'autres indices que ceux qui existent actuellement, pour ne pas avoir les pieds et les mains liés, mais d'avoir aussi une énorme réactivité, alors à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça qu'on peut même, avec les CPI et les corps PCE qu'on a aujourd'hui, on va aller chercher des indices qui sont moyennés, dont on exclut les plus hauts, les plus bas, qui vont permettre de faire même une baisse des taux au mois de septembre, comme par hasard. Donc ça, je m'y attends. On change le thermomètre, quoi. On change le thermomètre, ou on en met plusieurs en même temps, et on dit, moi je choisis, et ce choix, grosso modo, c'est le mien. Et donc, on a une Fed qui est beaucoup plus réactive, ce qui est complètement différent, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on sort de taux qui étaient quasiment modélisés, avec différentes fonctions de réaction, etc., qui étaient partagées par les économistes. Donc une lecture quand même de la fonction de réaction de la Fed qui va être qui pourrait être plus compliquée, plus volatile. Beaucoup plus volatile, qui va se faire sur des critères qui seront peut-être pas strictement les mêmes que ceux que l'on a l'habitude de voir. Donc des fois, il faudra chercher à comprendre pourquoi la Fed a fait ça, et c'est là où on va retrouver, je dirais,
on ne va pas remettre sur le débat l'indépendance, mais on va retrouver une communauté de vues entre la Maison-Blanche et la politique monétaire et le Trésor américain. C'est exactement le style de relation qui est en train de décrire au travers de la décrue aménagée du bilan de la Fed. Et même chose, et surtout ça, c'est une composante intéressante, à mon avis, c'est le côté régulateur, le côté superviseur du système bancaire. Non, ça n'est plus la Fed. Et il veut casser le lien entre la Fed et les banques commerciales. Hein. Et sauf situation exceptionnelle comme actuellement, puisque l'Asie et les pays du Golfe ont demandé des swaps sur les devises, ça, traditionnellement, c'est, sauf exception, on ne veut plus en entendre parler. Donc là, 2008, ça aurait une autre tête, à la fois dans le côté régulateur financier et dans le côté Banque mondiale. Donc ce sont les deux aspects. C'est le côté, à mon avis, bancaire qui va être très important et le côté coopération internationale. Mais là, ça fait presque écho à l'OTAN. Ah bah non, mais bien sûr, hein, oui, ça devient une négociation. Vous voulez des swaps, de l'accès au dollar, bah, ça se mérite, ou ça se paye. Il a la capacité de mener ses réformes. Enfin, je veux dire, autant sur la conduite de politique monétaire, Xavier le disait, ils sont 12 et il doit convaincre 11 autres, ou la moitié du board. Sur des réformes profondes, il peut mener les choses en tant que président d'institution. Il y a déjà une négociation en cours, d'ailleurs, sous Powell, qui s'est faite avec le Trésor américain, sur justement cette coopération sur le côté supervision. Donc on voit bien qu'il y a ça glisse en quelque sorte en termes de responsabilité de la Fed vers quelque chose qui est un peu indirectement moins la Fed et un peu plus le Trésor américain. Sur la décrue du bilan de la Fed, là ça se passe avec le Trésor américain, c'est-à-dire que grosso modo il n'y aura pas de soutien ou de rachat, on terminera du côté des achats de la Banque centrale, mais par contre c'est le centre de gravité des émissions du Trésor qui passerait de long à beaucoup plus court. Vous avez en fait, ça dépend des sujets. Sur le bilan de la Fed, c'est des décisions aussi par le pris en commun. D'accord. Donc là aussi, par contre, par exemple, s'il veut enlever des conférences de presse, ça c'est il peut décider. La communication, il peut régler la communication de la Fed, l'agenda de communication de la Fed. Sur la régulation, c'est à plusieurs, mais un plus petit groupe. Voilà, moi je parlais vraiment politique monétaire, là ça reste... et donc on aura une Fed qui aura la capacité de dire accès au dollar, oui, non, y compris pour des banques commerciales américaines. A priori, il ne peut pas prendre les décisions tout seul. D'accord. Et il faudra demander l'autorisation au Trésor américain et donc à M. Trump, comme d'habitude. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, Igor ? Je pense que l'enjeu, au-delà de l'indépendance qui reste toute relative, parce que président de la Fed reste américain, déjà, et donc défendra les États-Unis. Mais l'enjeu, c'est qu'il faut bien voir que au niveau monétaire, le dollar doit défendre sa place. Puisqu'en termes économiques, il y a des économies qui poussent. La Chine vient de lancer un futur sur le pétrole en yuan. On voit dans la répartition, par exemple, des monnaies utilisées par la Russie, qui est certes pas un grand pays, du point de vue économique, mais du point de vue des réserves, en tout cas, de matières premières, notamment 85% avant la crise de l'Ukraine, c'était de l'euro et du dollar, et maintenant c'est 12%. Et donc c'est ça le vrai enjeu, à mon avis, pour les États-Unis et la Banque centrale, d'où d'ailleurs cette espèce de jeu où je te donne accès à ma monnaie, donc je la raréfie, donc tu viens la chercher. Mais est-ce que dans 10, 20, 30, 40 ans, quand tu nous inviteras encore à cette émission, on pourra parler du dollar dans ces termes-là, c'est peu probable, parce que les cycles de monnaie de référence ne sont pas éternels. Donc, je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, il est là. Donc, tous ces mécanismes seront faits en sorte que le dollar reste maître chez lui et ailleurs. Devise centrale, peut-être moins dominante quand même dans le monde de demain que ce que ça peut être passé. Si cette devise protège les alliés des États-Unis, oui. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir avec Igor Demac, Vital Épargne, Patrice Gautry, l'Union bancaire privée, Xavier Chapard, LBPM.